Bienvenue à tous, vous regardez l'hebdo sur For You Media Africa, le programme qui revient sur l'actualité de la semaine. Et dans le cadre de cette émission, nous déposons nos valises en République centrafricaine. On démarre par la rubrique carte géopolitique, bien sûr. Merci à tous d'être avec nous et merci à la partie technico-artistique. Pays en proie il y a encore quelques années à une insécurité criarde, aussi bien avec la présence de leaders terroristes que celle des rebelles de différentes factions, sous le coup de maintes tentatives de déstabilisation. Aujourd'hui, la République centrafricaine contrôle plus de 90% de son territoire. Je cite, notre pays a été le premier continent africain à résister aux Français. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une base militaire russe ou de militaires russes seraient présents à hauteur de 5 à 10 000 hommes. Ils pourraient être utilisés dans d'autres pays. Fin de citation, Dixit Léon Dodonu Punangaza. Il s'agit de l'ambassadeur du Centrafrique à Moscou. La France a-t-elle été définitivement boutée hors de l'Afrique francophone? Présente depuis 2017, le bilan de la Russie est-il si convaincant que la République centrafricaine en veut plus? On en parle dans le cadre de cette émission. Et puis toujours dans cette émission, nous reviendrons sur certaines paroles des personnalités politiques comme d'habitude dans la partie réservée à Ils ont dit. Ce sera avec notre invité qui n'est nul autre que le docteur Yam Timba. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonjour, bonsoir Madame Bégoudé et merci de m'avoir invité sur ce plateau de l'hebdo. C'est un plaisir de vous recevoir sans transition. Nous parlons donc de l'actualité en République centrafricaine. C'est une déclaration plutôt forte qui a été retenue par notre émission, bien sûr, dans le cadre de l'information sur For You Media Africa. Cette déclaration de l'ambassadeur de Centrafrique à Moscou qui disait avoir besoin d'une base militaire russe désormais sur le territoire centrafricain. Et les premières questions qu'on a envie de se poser, c'est: la France a-t-elle définitivement échoué sur le territoire africain dans sa partie francophone? Est-elle définitivement boutée hors d'Afrique? Je pense il ne faut pas donner plus d'importance qu'il n'en faut à la France. Se demander si elle a été définitivement boutée et qu'elle a échoué, c'est comme si elle avait été sollicitée pour faire quoi que ce soit. La France est arrivée ici en prédateur, en pilleur. La France est arrivée ici en massacrant. Elle n'a jamais été invitée en Afrique francophone, et encore moins en Afrique centrale. Elle n'a jamais été invitée. Donc, il se trouve que, malheureusement, elle n'a plus la capacité de continuer à piller, parce qu'il y a de nouveaux acteurs politiques locaux qui pensent le monde autrement. Il y a de nouveaux intellectuels, de nouveaux activistes, de nouveaux journalistes. Il y a de nouveaux moyens de communication qui font qu'aujourd'hui, les peuples sont réveillés à nouveau, parce qu'ils ont été réveillés après la Deuxième Guerre mondiale. On a également vu un réveil important au tournant des années 90, à la fin des années 80, début des années 90. Et là, il y a un renouveau. Il y a une restauration qui est en marche, une révolution profonde qui, malheureusement, ne tolère plus les pilleurs, les prédateurs en Afrique. Et ceux qui tiennent ce discours doivent être cohérents sur le long terme. Ce n'est pas le fait de tenir ce discours en 2 minutes qui fait que vous pouvez être classé dans la même catégorie que ceux qui tiennent ce discours depuis un certain temps. Oui. Et ce discours-là demande une certaine cohérence, une persistance qui indique une vision claire. Et donc, il se trouve qu'un certain nombre de personnes, parmi lesquelles les panafricanistes tribuniciens camerounais qui travaillent fortement depuis une quinzaine d'années à révolutionner le discours public africain, eh bien, ces gens-là ont réussi à convaincre les peuples et les dirigeants que c'est la bonne orientation géopolitique, stratégique, politique et économique aujourd'hui. Et la France, malheureusement, dont la présence ne reposait que sur la violence et le pillage, n'a plus la capacité de résister à cette déferlante révolutionnaire
qui malheureusement ne tolèrent plus ceux qui manquent de respect à l'Afrique, ceux qui pillent l'Afrique, ceux qui déstructurent l'Afrique, ceux qui détruisent notre culture et ceux qui installent un mode de vie qui est totalement différent à celui que nous avons traditionnellement et qui a 300 000 ans. Donc, compte tenu, au regard de tout cela, évidemment, il se trouve que des Africains ont fait appel à un certain nombre d'alliés objectifs qui sont eux aussi des alliés qui estiment que on ne doit pas détruire l'ADN des civilisations. Et là, vous avez compris que je cite le ministre Sergueï Lavrov. On ne doit pas détruire l'ADN des civilisations. Et compte tenu de cela, les gens qui sont pour la préservation de la dignité de tout le monde, pour la préservation de la liberté de tout le monde, pour la préservation de la souveraineté de tous les peuples, pour la préservation des droits de tous les peuples à exister et à pouvoir s'autodéterminer, à construire leur environnement et leur avenir comme ils le veulent, eh bien ces gens-là nous sont venus aider les Africains et dans le cas du Centrafrique, ont permis au Centrafrique qui, 70 ans pratiquement après son indépendance, pour la première fois, peut se targuer aujourd'hui, peut se vanter aujourd'hui de contrôler la totalité de son territoire, alors que bien souvent, ça n'a que très rarement dépassé 30%. Merci, Dr Yamtimba, pour ce premier jet. Eh bien, lorsqu'on a fini de dire tout cela, on a bien envie de se demander si l'Afrique aujourd'hui, par la voix de la République centrafricaine, puisque vous avez bien fait de mentionner que la France n'a jamais été invitée, mais c'est le cas aujourd'hui pour la Fédération de Russie, l'Afrique donc, par la voix de la RCA, est en train de mettre totalement les pieds dans le plat en ce qui concerne la multipolarisation. Mais écoutez, le monde multipolaire qui se construit est un monde, si vous voulez, c'est inéluctable. C'est quelque chose d'inéluctable, quelque chose d'inexorable. Il est impossible aujourd'hui d'imaginer que cela va s'arrêter. Pour quelle raison? Il faut s'appuyer sur la place des BRICS dans le monde, à côté de laquelle vous portez la dynamique révolutionnaire en cours aujourd'hui en Afrique dans au minimum une quinzaine de pays. Regardez tous les pays où on parle le français et utilise le franc CFA ou le franc comorien. Il y a des problèmes. Il y a un rejet de l'ancien colon, il y a un rejet de tout ce qui est colonisation, présence d'un tuteur, de tout ce qui en fait nous a volé notre liberté, nous a volé notre souveraineté. Il y a des problèmes aux Comores, Mayotte, etc. Vous avez des problèmes en Afrique centrale où il y a les peuples poussent au départ de la France, de tout ce qui est lié à la France, c'est-à-dire qu'en même temps tout le bloc occidental. Dans des pays comme le Cameroun, on fait face à un conflit armé dans l'ouest du pays à cause simplement des manœuvres de cette même France et de tout le groupe qu'on appelle aujourd'hui l'OTAN à l'ONU en 1952, 56 jusqu'en 57. Et tout cela fait que les peuples se sont levés. Et on l'a vu en Afrique de l'Ouest dans ce qu'on appelle l'UMOA, où les peuples sont en train de chasser tout ce qui a trait à la France. Et malheureusement, on voit les résistances de cette même France qui instrumentalise un certain nombre de leaders locaux. Et on comprend très bien que c'est pour tout faire pour ne pas partir. Mais la lame révolutionnaire de fond est telle que les gens ont soif de liberté. Les gens ont soif de souveraineté. Les gens ont soif d'avoir un monde dans lequel on peut partager la richesse, mais où elle n'est pas totalement contrôlée par quelques-uns, où elle n'est pas confisquée par quelques-uns, mais un monde dans lequel la richesse est partagée, un monde dans lequel on va respecter cette fameuse phrase du président Touadéra, la richesse pour tous, et cette fameuse phrase du président Xi Jinping, la prospérité partagée. C'est ça le nouveau monde. C'est ce monde-là où les civilisations se respectent les unes les autres. C'est ce monde où on a les BRICS qui représentent 40% de la population mondiale. Ils représentent pratiquement autant en termes de PIB mondial. Ils représentent la moitié de la croissance mondiale. Ils représentent pratiquement un peu plus de la moitié de la capacité industrielle du monde. Et aujourd'hui, il y a quand même une vingtaine de pays qui frappent à leur porte et qui pourraient porter leur population à près de 55% de la population mondiale, la moitié du PIB mondial, 65 à 70% des capacités industrielles mondiales et l'équivalent de pratiquement 2/3 de la croissance internationale. Ce monde-là, on ne peut pas l'arrêter. Et le Centrafrique, qui est un pays qui a souffert depuis 70 ans, un pays réduit aujourd'hui à la boue
et à la poussière de Bangui, alors que 16% seulement du territoire de ce pays représente 3 000 milliards de dollars en termes de ressources naturelles, mais que ce pays ne peut pas exploiter, parce que s'il les exploitait, la moitié de cette manne-là tomberait entre les mains de la France, ce qui représenterait la moitié du PIB de la France, alors que les 3 000 milliards, de ces 3 000 milliards, il n'y aurait que la moitié qui reviendrait d'une certaine manière au Centrafrique. Ça, ce sont des choses, malheureusement, que les Africains refusent, que ces peuples-là refusent. Ils sont bien disposés, les Centrafricains, à dire, si les Français veulent bien venir construire, participer à la construction des routes, participer à la construction des écoles, participer à la construction des aéroports, de la voie ferrée, participer à l'agriculture, participer à toutes les activités industrielles ou de développement économique, il n'y a aucun problème. Mais ils y viennent en tant qu'invités, en tant que partenaires, mais pas avec cette espèce de morgue, pas avec cette espèce de condescendance et de paternalisme et de manque de respect total de ceux qui se sentent pilleurs chez les autres, de ceux qui ont l'impression que par la nature, ils sont là pour dominer les autres. C'est terminé. D'ailleurs, les Africains n'ont jamais accepté ça. C'est pour ça qu'on a toujours eu des guerres en Afrique depuis la conférence de Berlin et depuis que l'esclavage par les Européens ou par les Arabes a commencé. Donc aujourd'hui, le monde multipolaire n'est plus une vue de l'esprit. Il est déjà là. Il est là. Lorsqu'on voit même au cœur, dans le sein des saints du G7 et de l'OTAN, les États-Unis, quelqu'un comme Donald Trump dire qu'il faut mettre fin au projet, il faut arrêter le projet des mondialistes, je pense que ça signifie clairement que le monde entier, même là où s'élabore cette théorie de, si vous voulez, de la confiscation des richesses mondiales et du monde unipolaire, de la pensée unique, même là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ce mouvement qui a porté Donald Trump au pouvoir n'est pas un petit mouvement. Et on sait déjà qu'il y a de grosses craintes pour la réélection de Joe Biden, parce qu'il est fort possible que si DeSantis et Donald Trump s'entendent, ça pourrait faire basculer beaucoup plus facilement qu'on ne le croit le ticket ou disons le pouvoir dans le camp républicain, qui lui pense que la souveraineté des peuples est quelque chose d'important. Donc on peut imaginer que les pays africains, en se trouvant les alliés objectifs que sont les pays des BRICS, la Chine, la Russie particulièrement, l'Inde et le Brésil, eh bien qu'il sera très difficile d'arrêter la marche du monde. Mais ça explique également pourquoi le gouvernement centrafricain peut annoncer. En fait, ce n'était pas une demande de l'ambassadeur centrafricain, c'est une annonce. Un ambassadeur n'est pas... un ambassadeur africain, bien élevé, bien formé et totalement acquis à la question de la souveraineté, de l'indépendance et de la puissance de son peuple, ne dit pas n'importe quoi, ne parle pas à l'emporte-pièce. On l'a vu sous d'autres cieux. En Afrique, on ne parle pas comme ça. Souvenez-vous du proverbe, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Donc si l'ambassadeur l'a dit, c'était une annonce et ce n'était pas une vue de l'esprit. Et aujourd'hui, la quête, ou si vous voulez, les liens, les partenariats recherchés avec des alliés objectifs, tels que la Russie, indique clairement que, évidemment, nous constatons que chaque fois que les Russes sont là, les autres s'enfuient. Ils fuient. C'est la débandade totale, on l'a vu en RCA, où le dernier soldat français est parti en décembre 2022. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina. Et on constate que c'est quelque chose qui est récurrent. Et cette récurrence-là montre bien qu'il y a on a touché à quelque chose de très fort, de très important, quelque chose de particulièrement combatif, qui permettra donc à nos pays de reconquérir leur souveraineté en s'appuyant sur un certain nombre d'alliés objectifs qui pensent le monde comme nous, qui pensent qu'on n'a pas besoin de dominer les autres, mais on a besoin d'être libre, d'être souverain. Les autres, on peut parler avec eux, on peut discuter avec eux, on peut échanger avec eux, on peut coopérer, mais il n'est pas question aujourd'hui que quiconque se lève et pense qu'il peut dominer les Africains. Cette époque-là est révolue, elle est terminée. Et la jeunesse africaine, les hommes politiques africains, les intellectuels africains, les journalistes africains, on le voit, main dans la main, sont là pour faire avancer cette cause africaine de la l'affirmation, comme le disait le président Touadéra dans le cadre de la nouvelle constitution, de l'affirmation de la souveraineté, de la proclamation de nos indépendances
et de l'accélération du développement économique et social de nos pays. Docteur Yam Timba, pour vous relancer, c'est juste une parenthèse. Paris avait annoncé en début de cette année, avant la visite dans les pays comme la RDC ou encore l'Angola et le Congo-Brazzaville, une nouvelle politique africaine. C'était une philosophie en ce qui concerne les coopérations militaires. Et Paris a décidé de venir cette fois-ci sous invitation. Et le pays qui semble avoir été choisi comme un pays test aujourd'hui, c'est le Niger, où près de 5 000 à 15 000 hommes arriveront dans les prochains jours et seront déployés. Vous pensez que c'est une sorte de contre-attaque, puisqu'aujourd'hui, les pays africains invitent leurs partenaires. La France a compris qu'il faut aller dans cette lancée de rapports amicales et respectueuse, si je peux le dire ainsi, et de considération. Vous pensez que c'est une contre-attaque? J'ai un de mes oncles qui nous disait, quand nous étions petits, que le vagabondage est quelque chose de dangereux et de mauvais et de particulièrement indigne. Restez chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ce que l'armée française reste en France? Qu'est-ce qu'elle va chercher au Niger? Elle n'a jamais été invitée au Niger. Puisque de toute façon, elle est là depuis et qu'elle permet le pillage de l'uranium nigérien. Le Niger est l'un des derniers pays au monde en termes de IDH. Pourtant, une ampoule sur 3 en France qui s'allume est allumée grâce à l'uranium nigérien. Pourtant, un moteur d'usine industrielle sur 3 qui s'allume est allumé grâce à l'uranium nigérien. Comment peut-on expliquer qu'un pays qui vous apporte 40% de l'uranium dont vous avez besoin n'a même pas d'électricité? Est-ce que c'est ça que vous appelez être invité dans un pays? Allez déjà voir la gestion des déchets nucléaires au Niger. Vous aurez beaucoup de mal à croire que c'est ce genre de personnes qu'on a invité au Niger. J'ai beaucoup de mal à croire que les Nigériens ont invité la France. Si vous voulez, si les Français veulent tant défendre cela, faisons un référendum sur la présence française au Niger et on verra. Je pense qu'ils n'ont jamais été invités parce qu'il n'y a aucun Africain assez fou et assez idiot aujourd'hui pour inviter qui que ce soit de cette nature-là. Nous devons comprendre 2 ou 3 choses. Et c'est ça que nos amis français, nos partenaires français, parce que nous on les considère comme des partenaires, nous les considérons même comme des amis s'ils le veulent. Mais nous considérons que quand vous dites ami, un ami c'est quelqu'un qui a le chez lui, qui reste chez lui. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous n'êtes pas son ami. De 2 choses l'une. Soit vous êtes invité, soit vous êtes un bandit. C'est-à-dire que vous êtes un braqueur. Vous êtes venu braquer chez lui. Dans le cas d'espèce, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas jusqu'à ce jour, la France en Afrique est considérée comme en situation de braquage. Pour que les Africains l'invitent, il faut qu'elle rentre chez elle d'abord. Qu'elle libère l'Afrique de toutes ses bases militaires, qu'elle libère l'Afrique de son franc CFA et de son franc comorien, qu'elle libère l'Afrique de toute sa présence inutile qui n'apporte aucun développement. Je pense que la France n'arrive pas à le comprendre parce qu'il n'y a pas chez elle la capacité peut-être à comprendre que nous n'avons nul besoin d'une présence envahissante qui bloque le développement de nos forces productives. Personne ne peut vous inviter chez lui si vous bloquez le développement de ses forces productives. C'est impossible. Les Russes sont invités par les Centrafricains. Leur situation s'est nettement améliorée, même sur le plan économique, depuis qu'ils sont là. Depuis que le président Touadéra les a invités. Peut-on en dire autant de la France? J'en ai de sérieux doutes. De très sérieux doutes. Donc, je pense que j'en ai de sérieux doutes parce que quand on regarde les pays les plus pauvres du monde, ce sont les pays où on parle le français et utilise le franc CFA et le franc comorien. Ça veut dire que la France n'apporte que désolation et misère. Donc, on ne peut pas dire dans un pays qui est le dernier du monde, ou l'avant-dernier, ou l'un des derniers, que les gens ont invité la France. Pour faire quoi? Je crois que la France est partie du Mali où elle a été chassée, du Burkina où elle a été chassée, et comme elle est en vagabondage colonialiste et hégémonique en Afrique, il y avait le Niger qui reste encore fermement tenu par cette France-là
et elle a simplement déplacé ses soldats de ce côté-là. Il faut qu'elle sache que le jour où elle va débarrasser le plancher en Afrique, eh bien, ce jour-là, les Africains lui parleront d'une certaine manière et elle se rendra compte que, contrairement à ses propres habitudes bizarres, les Africains sont des gens d'une élégance d'esprit qu'elle a même du mal à voir, mais que le monde entier nous envie. Et l'histoire est là pour le présenter. Donc, qu'elle rentre chez elle, et puis nous trouverons le moyen de lui permettre d'avoir des partenariats en Afrique qui permettront de soutenir son économie qui est malheureusement en décrépitude. Merci, Dr Yam Timba. Eh bien, qu'est-ce qu'une présence militaire russe impliquerait réellement en Afrique en passant par la République centrafricaine? On rappelle que dans la déclaration de l'ambassadeur Punangaza, il précise que ces hommes pourraient être utiles dans d'autres pays, également en Afrique. On voit par exemple du côté de l'Est de l'Afrique une présence militaire, voilà une force militaire de la sous-région qui est souvent déployée du côté de la RDC ou dans d'autres pays en difficulté sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer? D'abord, il faut qu'on s'entende bien. Il n'y a pas une présence russe en Afrique qui est le fait des Russes. Oui. Il y a, ce dont parle l'ambassadeur Punangaza, c'est qu'il y a une présence, il y a une invitation de la Russie à être présente en Afrique. Pour des raisons qui sont propres aux Africains actuellement, des raisons historiques qui leur sont propres, ils ont besoin d'un certain nombre d'alliés objectifs. Regardez le Mali. Aujourd'hui, le Mali a reçu des milliers de blindés, des livraisons d'armes qui viennent de Russie, mais là, il y a eu des blindés dont l'armementaire de l'armée de terre qui vient de Chine. Les Africains ont besoin de cette présence pour le moment, parce que exactement comme la Chine, pendant la longue marche, elle a eu besoin de ce qu'on appelle les alliés objectifs. Il faut relire Mao. C'est très important de connaître ce que ces gens-là ont fait à l'époque, et pour comprendre parfois l'attitude que leurs pays ont aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de ces alliés objectifs qui, en fait, sont pour les mêmes choses que nous. Un allié objectif n'est pas contre les mêmes choses que vous, mais il est pour les mêmes choses que vous. Ces gens-là sont pour la prospérité partagée, pour la souveraineté des peuples, pour les droits des peuples. Ils sont pour l'indépendance des pays. Et c'est pour ces choses-là que nous sommes en collaboration, parce qu'on voit les choses de la même manière. Celles pour lesquelles chacun est contre, ça c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, nous sommes pour le fait que les peuples qui sont capables de contribuer à la préservation de l'ADN des civilisations et de permettre aux peuples dominés de se libérer, de pouvoir enfin user de leur souveraineté, eh bien, ces gens-là sont des alliés objectifs, parce que ceux qui cherchent à les opprimer eux-mêmes, eh bien, ces mêmes peuples-là nous oppriment. Donc, nous sommes dans un cas classique de ce qu'on appelle les alliés objectifs. C'est des gens qui sont pour les mêmes choses, pas contre les mêmes choses. Ceux qui sont contre les mêmes choses sont des bandits. C'est-à-dire que des voleurs qui se réunissent et qui sont contre le fait que tel pays possède des richesses, on va aller les piller. Ça, ce sont des bandits. Mais les gens qui sont pour des choses qui sont moralement justifiables, pour des choses qui ont une valeur éthique, c'est ça qu'on appelle les alliés objectifs. Et dans le cas d'espèce, la Russie qui est menacée par l'Occident, Poutine n'a de cesse de dire qu'ils veulent dépouiller l'ours russe et ils cherchent à faire de la peau de l'ours russe leur tapis sur lequel ils vont s'asseoir et danser. Nous sommes des Africains qui sont opprimés depuis des siècles et qui recherchons notre liberté, et les Russes veulent préserver leur liberté. Oui. Donc nous sommes pour les mêmes choses, la préservation de notre liberté et la reconquête d'un côté, de l'autre côté. Donc cela fait que, en fait, l'impact de la présence russe consolide, participe et rassure les Africains sur le fait que, ayant un tel allié, ils peuvent effectivement plus facilement gagner leur combat. Les Africains, nous savons que nous allons gagner ce combat. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité que de gagner ce combat. Mais nous pouvons le gagner plus facilement, plus rapidement, si nous avons ce type d'alliés comme les Chinois, comme les Russes et beaucoup d'autres
qui de plus en plus nous rejoignent dans cette dynamique-là. Donc l'impact, vous parlez de l'armée, d'une armée sous-régionale de l'Afrique de l'Est. Je crois qu'il y a beaucoup de polémiques au sujet de cette armée en ce moment. Il faut la réorganiser et je crois que les chefs d'État sont en train de faire le travail nécessaire, mais aussi les officiers généraux et supérieurs sont en train de faire le travail nécessaire pour la réorganiser et la rendre plus efficace. Il est incompréhensible qu'on nous raconte qu'il y ait des djihadistes. Moi, je ne comprends même pas cette histoire de terroristes au nord du Mozambique et on vous dira des djihadistes, des terroristes au nord du Mozambique. Ça n'a aucun sens. Donc cette armée-là devrait normalement assurer la sécurité de cette région le plus rapidement et le plus efficacement possible pour permettre que les populations puissent vivre en paix. Donc la présence russe a ceci de très particulier que dès que les Russes sont là, tout ce qui concerne le G7 disparaît. Ils fuient. Ils commencent à faire... tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de maintenir des guerres de proxy en alimentant les réseaux terroristes, mais généralement, ils s'en vont. Et aujourd'hui, je crois que si l'ambassadeur du Centrafrique en a parlé, c'est que les pays de l'Afrique centrale, CEMAC, de l'Afrique centrale, CEAC, de l'Afrique de l'Est et certainement de l'Afrique australe en ont parlé. Et c'est une orientation stratégique qui va permettre de chasser ceux qui sont là et qui pillent l'Afrique depuis des siècles. L'Afrique a donc besoin de facilitateurs pour ces différentes luttes, vous dites. Non, ce n'est pas des facilitateurs. L'Afrique n'a pas de facilitateurs. L'Afrique a besoin des alliés objectifs. D'alliés objectifs. Oui. Et ces alliés objectifs-là peuvent rendre beaucoup plus facile sa victoire et sa libération. Mais ce ne sont pas... Non, ce ne sont pas des... Non, c'est pas... Si vous voulez... Parce que si on dit facilitateur, ça veut dire que quelqu'un vient, il se met entre deux camps et il facilite quelque chose entre les deux, une transaction. C'est pas ça. C'est que il y a quelqu'un un camp A, qui invite quelqu'un qui est un allié objectif à venir l'assister, à lui apporter du secours, du soutien. Et grâce au soutien qu'il reçoit, ça permet que sa lutte n'est plus aussi féroce, aussi difficile qu'elle l'était sans cet allié objectif. Donc la facilité dont nous parlons ici, c'est beaucoup plus dans le processus que dans le process. Le process serait une méthodologie, mais le processus, c'est les actions qui seront menées. Parce que le processus, c'est les actions. Donc ce n'est pas le process, c'est plutôt le processus. Le process, c'est nous qui le maîtrisons. C'est nous qui le tenons. Ce n'est pas un facilitateur. C'est là que vous comprenez en fait toute l'inutilité des MINUSCA, MINUSCO, MONUSCO, MINUSMA. Parce que ces missions-là se placent au niveau du process, c'est-à-dire de la méthodologie, c'est-à-dire stratégique. Or, la Russie ne fait pas la stratégie en Afrique. La Russie est invitée à aider au niveau de la gestion des opérations. Si on était dans une entreprise, c'est comme ça qu'on appellerait ça. Au niveau de la gestion des opérations, mais pas du tout au niveau de la formulation de la stratégie. C'est toute la différence avec des pays comme la France qui n'ont jamais été invités, qui décident de tout, qui veulent tout faire. En fait, nous n'existons pas. C'est eux qui font finalement tout. Ils font la stratégie, ils font les opérations, ils commandent, ils se contredisent, ils recommencent. Et en fait, finalement, ils créent le chaos total en Afrique alors que nous n'avons pas besoin de chaos. Donc la facilitation n'est pas ce dont je parlais. Je parlais simplement de rendre plus aisé quelque chose. Merci, Dr Yamtimba. Vous parliez là de cette force française qui a souvent été accusée d'être une force tampon entre les différentes parties, c'est-à-dire qui empêche totalement les forces locales, par exemple, d'agir contre le terrorisme parce qu'elles sont placées tout au milieu. On a souvent vu ça, oui. Par exemple, le Mali. Oui, et c'est la même chose aujourd'hui qui a été reprochée par la République démocratique du Congo à la force spéciale de l'Est de la C'était cette polémique. Je crois qu'elle n'a pas été bien pensée. Je crois que les États ont structuré cette force sur le modèle de la MONUSCO qui est au Congo. Or, le Congo, RDC a une très mauvaise idée, une très mauvaise image de la MONUSCO. Ne l'accepte pas en réalité. Parce que c'est une force, comme il l'appelait à l'époque, la force d'interposition. Mais vous interposez entre quoi et quoi? Il ne s'agit pas, et d'ailleurs c'était une très mauvaise idée, que de penser qu'on devrait créer une force d'interposition entre le Rwanda et le Congo, alors que ce n'est pas ça la bonne astuce. La bonne solution n'est pas d'être une interposition, mais la bonne solution est de les amener à s'entendre. Mais qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui est au cœur des dissensions
entre la RDC et le Rwanda? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Parce que vous ne pouvez pas régler un problème si vous n'en connaissez pas la cause. Oui. Comment vous formulez les solutions d'une chose dont vous ne connaissez pas la cause? Donc, je crois qu'il faut d'abord maîtriser la cause des dissensions et du conflit entre le Rwanda et la RDC, accepter froidement quelle en est la cause, parce qu'on peut trouver la cause et quelqu'un commence à vouloir battre en touche en disant non, c'est pas ça la cause. Il faut froidement accepter quelle est la cause. C'est difficile, mais si on ne passe pas par là, on ne va jamais régler ce problème. C'est un peu comme tous les problèmes palestiniens et israéliens. Oui. C'est-à-dire qu'on refuse de savoir quelle est la cause et tout le temps, depuis pratiquement, ça va faire bientôt un siècle, 3-4, en fait, on est dans la surenchère alors qu'on peut régler ce problème. Et il va falloir régler ce problème parce qu'il est anormal que nous ayons sur la terre des peuples qui se combattent pendant 3/4 du siècle. C'est inacceptable. La Deuxième Guerre mondiale a été réglée en 6 ans. Comment se fait-il qu'il y ait des conflits qui durent 75 ans? Donc, je crois que... Mais ça n'arrive que quand on ne veut pas regarder la cause du problème. Entre le Rwanda et la RDC, on connaît très bien quelle est la cause du problème. Et la cause du problème, il faut aujourd'hui l'identifier, il faut aujourd'hui l'accepter et il faut aujourd'hui douloureusement accepter à partir de cette cause-là, de formuler des solutions qui seront tout aussi douloureuses, mais qui vont permettre de régler définitivement le problème et de pouvoir donc donner à l'Afrique centrale les moyens de sa paix. Mais je vais vous dire une chose qui va être un peu bizarre pour la plupart de nos téléspectateurs, mais qui est en fait le fond, qui est l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre entre la RDC et le Congo exactement en ce moment où les 11 pays de la CEAC ont décidé de fusionner avec la CEMAC, où les 11 pays ont décidé de créer une monnaie unique, même si nous leur demandons nous leur suggérons de créer plutôt une monnaie nationale, parce qu'ils ne devraient pas faire une fusion du type Union européenne, mais plutôt faire une fusion qui aboutisse aux États-Unis d'Afrique centrale. En effet. En réalité, le fait qu'il y ait une guerre entre la RDC et le Rwanda retarde cette fusion. Or, le fait que cette fusion retarde permet aux gens de continuer à piller l'Est de la RDC et permet à ceux qui ont le franc CFA de continuer à en profiter. Et cela fait que les Africains, en réalité, le développement de l'Afrique est bloqué. Et le fait qu'il y ait un conflit là-bas est de nature à exclure d'une certaine manière l'Afrique centrale des instances internationales où se décide l'avenir du monde. Puisque vous êtes en conflit, vous avez une guerre, il faut d'abord régler la guerre. Vous ne pouvez pas à la fois faire la guerre et puis participer aux discussions avec des gens qui, eux, ils n'ont pas de guerre. Donc, on a ces problèmes-là qui sont le chaos je parlais tout à l'heure du chaos qui est instauré partout. Et il faudrait que les gens se questionnent le fait que dès que le président Tshisekedi arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Les Français, ce qu'ils lui proposent, c'est une école de guerre. Et immédiatement après, il y a cette guerre qui éclate. Je crois qu'il faut faire très attention à tout cela. Et il faut arrêter le pillage de l'Est du Congo parce que les Africains disent qu'on peut partager. Ce que nous avons pour le partager avec le reste du monde. Mais nous ne pouvons le partager que si les gens nous le demandent, s'ils sont invités et si nous avons la pleine souveraineté de ce que nous avons. Les gens ne vont pas nous obliger à leur donner ce que nous avons si nous ne pouvons pas, si ce n'est pas de notre propre gré. Voilà la raison pour laquelle, en fait, l'enjeu de la guerre entre le Rwanda et le Congo, c'est l'enjeu du pillage de l'Est de la RDC. Et cet enjeu-là dépasse les deux pays et les bénéficiaires et les commanditaires se trouvent bien ailleurs. Il va donc falloir que les deux pays s'entendent pour pouvoir savoir que le Rwanda a besoin du Congo pour vivre parce que le Rwanda n'a pas de ressources propres, réellement. Il y a des gens qui vont vous dire oui, mais le Japon n'en a pas, est une puissance économique. Le Rwanda n'a pas la taille critique du Japon. Le Japon, c'est 180 millions d'habitants. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, c'était plus de 60 millions d'habitants. Ils avaient une taille critique. 60 millions d'habitants, c'était l'équivalent de la population de la France aujourd'hui. Donc, il faut comprendre qu'ils avaient déjà une taille critique. Donc, quand on fait ce type de comparaison, il faut faire attention à cette comparaison, n'est pas forcément raison. Voilà. Si vous êtes 180 millions, vous pouvez ne pas avoir de ressources minières, de ressources naturelles, vous pouvez vivre. Si vous êtes le Rwanda, c'est quoi? Je crois que c'est moins de 20 millions. Je ne sais même pas s'ils atteignent 15 millions. Mais
c'est plus compliqué pour vous. C'est beaucoup plus compliqué pour vous. Sauf si le monde entier décide de faire de vous un paradis fiscal comme la Suisse. Sauf que le Rwanda, ce n'est pas ce que les Africains ont décidé d'en faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut repenser cette armée-là. Et lorsqu'on fait une armée comme celle-là, il faut l'imaginer non pas comme une armée qui va venir où on a l'impression qu'en fait on a pris position pour tel ou pour contre tel, mais ça doit être beaucoup plus des actions politiques qui vont amener les gens, politiques et géopolitiques, qui vont amener les gens à arrêter cela. Au fond, la guerre entre le Congo et le Rwanda est une guerre totalement ridicule. Elle est tellement ridicule parce que un pays de 120 millions d'habitants qui jette toutes ses forces dans une bataille comme celle-là, je ne suis pas tout à fait sûr que le Rwanda tiendrait 2 semaines. Mais pourquoi est-ce que le Rwanda arrive à tenir? Qu'est-ce qui derrière soutient le Rwanda? Et pour quelle raison la RDC et le Rwanda devraient-ils se faire la guerre alors que nous sommes tous en Afrique centrale et qu'on pourrait se comprendre? C'est parce que les raisons de cette guerre ne sont pas à Kigali ou à Kinshasa, mais se trouvent ailleurs. Elle se trouverait à Washington, c'est ça? Entre autres choses, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'alliés objectifs qui pourraient donc nous permettre de mettre fin à, de limiter l'importance de tels enjeux sur notre continent. Et là, le Centrafrique, ce qu'il fait, c'est d'être le porte-parole de tous ceux qui voient désormais ou cherchent désormais la perspective, mais ils voient en réalité la possibilité de conquérir notre souveraineté et de restaurer la paix en Afrique. Contre ceux qui, alors qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout qu'il y ait la paix en Afrique, mais nous allons y arriver parce que c'est important pour nous et nos peuples ont aussi besoin. Nos jeunes gens ont besoin de s'amuser. Ils ont besoin de faire des recherches, de faire des découvertes. Ils ont besoin de faire de la bonne musique, pas les espèces de... L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la qualité qu'on a connue. Nos jeunes gens ont besoin de faire des découvertes scientifiques, mais regardez les années 60, 70, 80, il y avait beaucoup de découvertes majeures qui ont été faites. Nos jeunes gens ont besoin de se marier, d'avoir des enfants, de vivre une vie normale. Pourquoi est-ce que nous en serions privés parce qu'il y a des guerres partout? Voilà. Docteur Yamtimba, on a parlé de cette future base militaire russe du côté de la République centrafricaine, avec des alliés objectifs qui aideraient l'Afrique à se protéger, à se munir de plus grands enjeux encore. Avec vous, c'était dans la première partie de cette émission. Et la deuxième partie est réservée à quelques paroles que nous avons pu retirer durant la semaine. On commencera avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, puisque nous parlions de la République démocratique du Congo et la guerre dans l'est du pays. Nous reviendrons également sur les paroles de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki sur la cour pénale. Ces deux déclarations, en tout cas, parlent de justice et de cour pénale. Juste après cette transition, on revient. Merci d'être toujours avec nous sur For You Media Africa, nos différentes plateformes internet et via vos petits écrans. Karim Khan a achevé sa visite en République démocratique du Congo le 1er juillet en 2023. Là-bas, il a signé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo des accords qui visent à renforcer la coopération entre les deux au sujet des crimes et génocides, crimes contre l'humanité ou encore crimes de guerre. Quelques jours auparavant, on rappelle que le gouvernement congolais a déposé officiellement une plainte pour crime du M23. Nous avons besoin de la CPI, la Cour pénale internationale, et de ses partenaires. C'est une déclaration de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Docteur Yamtimba, à un moment où l'on sait que le président Félix-Antoine Tshisekedi est pressé d'une certaine manière par aussi bien l'opposition qu'une frange du peuple qui réclame des résultats sur le plan sécuritaire dans l'est du pays en attendant l'élection présidentielle, pressé également sur le plan économique. Il a décidé de s'attarder sur la question du M23. La Cour pénale internationale, est-ce que c'est la bonne solution? Quand on est africain, on n'est pas d'accord avec cette approche-là. On est africain et après tout ce que nous avons dit sur les alliés objectifs, et avec aujourd'hui les amusements
de la CPI qui lance un mandat d'arrêt contre le président Poutine, alors que la Russie n'est pas partie liée au statut de Rome ni à la CPI, et par conséquent pas à la CPI du tout. Je crois que solliciter la CPI après ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo en Afrique est quelque chose de questionnable, une chose un peu délicate quand même. Parce que pour que la RDC règle ce problème, il lui faut faire d'autres choses qui sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus intéressantes et qu'elle n'ose pas. Par exemple, la RDC devrait faire partir la MONUSCO. Il faudrait se débarrasser de la MONUSCO. Si la MONUSCO part, cette guerre-là n'aura plus lieu. Je peux vous l'assurer. Si la MONUSCO n'est plus en RDC, cette guerre-là n'aura plus lieu. Pourquoi? Eh bien, parce que la MONUSCO est un élément gênant. C'est un élément qui bloque clairement les déploiements des forces congolaises, qui bloque même la projection mentale des Congolais. Et c'est une présence qui est un élément, un corps étranger, qui empêche la RDC de fonctionner correctement, l'empêche de fonctionner comme il faut. Si l'ONU aime tant les Congolais, je pense, et je reviens dessus parce que j'en ai parlé par rapport à la MINUSMA et par rapport à la MINUSCA, la RDC étant un membre de l'ONU, quand on veut aider un membre d'une organisation, on ne crée pas un deuxième haut commandement dans le pays. On donne les ressources au président du pays qui est membre pour qu'il règle le problème auquel il est confronté. Donc, les milliards de dollars de la MONUSCO devaient être mis dans les caisses de la défense congolaise et le contingent qui est actuellement stationné au Congo devrait être sous le commandement du chef de l'État, puisque le commandant en chef des forces armées. On ne peut pas avoir un pays dans lequel vous avez deux commandants en chef. Un commandant en chef qui commande l'armée de la RDC, qui a été obligé d'augmenter son budget militaire, et de l'autre côté, un commandant en chef qui ne rend compte qu'à un secrétaire général qui se trouve à des milliers de kilomètres. Secrétaire général d'une organisation qui n'a aucune souveraineté, qui n'est pas un État. En fait, c'est une armée privée. C'est une armée privée par rapport à l'État du Congo. Parce que c'est une armée qui n'est pas liée à un État. C'est peut-être lié à une organisation d'État, mais c'est dans ce cas-là, puisque la RDC est membre de ces États, eh bien, c'est un contingent qui devait être mis sous le commandement du président congolais et les ressources qui sont déployées pour cette armée-là, mis sous l'ordonnancement du président de la RDC. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et le président congolais qui en appelle à la CPI, je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il vient de faire entrer le cheval de Troie dans son pays. Le premier et l'un de ceux qui vont en souffrir le plus, ce sera lui. Lui-même, personnellement. Ça ne veut pas dire que sans les choses comme la CPI, c'est une chose, il faut prendre ça comme pour ce qu'elle est, sans les choses comme la CPI, il n'y a pas de justice chez nous. En fait, le fond du problème, c'est que c'est l'opportunité pour le président de structurer une vraie justice là-bas, de structurer, de renforcer la justice congolaise aujourd'hui qui essaye de se réorganiser et de se redonner le lustre auquel il a droit. Il faut le renforcer et ne pas appeler la CPI. Si vous estimez que le M23 est un mouvement qui doit subir, qui doit mobiliser l'action judiciaire, vous faites le nécessaire sur le plan militaire, vous arrêtez les membres du M23 et vous les jugez, vous les condamnez si c'est nécessaire, vous libérez ceux qui doivent être libérés parce que rien ne sera retenu contre eux. Oui. Tout ce contre quoi quelque chose est retenu, vous les condamnez. C'est comme ça que ça devrait se passer. Si vous êtes le Congo, c'est comme ça que vous agissez. Vous n'agissez pas comme si vous étiez, je ne sais pas moi, le Bénin. Vous êtes le Congo, vous êtes la RDC. Vous êtes le leader naturel de l'Afrique centrale. C'est comme ça que vous agissez. Et ça, c'est aussi une interpellation de nos chefs d'État. Nous devons apprendre à agir de cette façon. Le président Touadéra n'a pas appelé la CPI pour régler les problèmes chez lui. Vous n'avez pas à faire ça. Le président Biya n'appelle pas la CPI pour régler les problèmes chez lui. Vous ne pouvez pas être le Congo, le pays que tous les autres pays d'Afrique centrale regardent, et vous appelez la CPI qui est une espèce de verre dans le fruit.
Ça va faire pourrir encore plus la situation. Et je crois qu'il est encore temps que le président dénonce tous ces accords et essaye de régler le problème avec les forces internes ou les forces de l'Afrique centrale. Mais il y a derrière tout cela que le président de la République démocratique du Congo veut absolument que les instances étrangères à l'Afrique, et même celles africaines, mais beaucoup plus étrangères, à chaque fois qu'il a lancé un appel, se saisissent de la question du Rwanda du côté de la RDC. Mais non. Vous êtes président de la République, réglez les problèmes de votre pays. Vous êtes président de la République, c'est pour ça que vous avez été élu. Réglez les problèmes de votre pays. Si vous n'en êtes pas capable, vous démissionnez. Vous ne pouvez pas être le président d'un pays et vous pensez que pour régler les problèmes du pays, c'est vous qui avez demandé à être élu. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à être élu? Vous avez dit, je suis capable de régler les problèmes du pays, j'ai besoin de vos votes. Vous avez été élu, réglez les problèmes. Vous n'allez pas faire de votre pays une foire où chacun vient faire ce qu'il veut. Parce que ce qui se passe là, pourquoi d'abord il appelle la CPI? Il y a bien des instances judiciaires en Afrique, non? On peut les appeler. Pourquoi il n'a pas appelé le mécanisme d'évaluation par les pairs? Pourquoi il n'a pas appelé l'Union africaine? Pourquoi il n'a pas appelé la CEAC? Pourquoi il n'a pas appelé la CEAC? Pourquoi n'a-t-il pas appelé les organisations internes en Afrique? Les seules organisations qui ont été appelées jusqu'ici, c'est l'ONU. Pourquoi est-ce qu'il appelle l'ONU? Pourquoi il appelle un système qui est au-delà? Est-ce qu'il a déjà vu un pays européen appeler l'ONU dans ses affaires? Les Européens n'ont jamais fait ça. Jamais. Vous avez vu le président des États-Unis appeler l'ONU pour régler les problèmes des États-Unis? Jamais. Est-ce que vous avez vu? Les Africains doivent se mettre à ce niveau-là. Ils doivent se mettre à un niveau qui est tel que quand vous êtes président de la République, vous réglez les problèmes de votre pays. C'est pour ça que vous avez été élu. Vous ne commencez pas à appeler des tuteurs. Moi, je suis Camerounais. Oui. D'un pays qui a eu un tuteur. Lequel tuteur m'a quand même mis sous le franc CFA. Et qui pille mon pays depuis 70 ans. Donc, quand vous avez une telle histoire, vous ne comprenez pas pourquoi un président de la République va aller appeler un tuteur chez lui. Parce que le tuteur finit toujours par vous coloniser. Si vous appelez la CPI chez vous, ça veut dire que vous êtes en train d'appeler ceux qui financent la CPI. Ceux qui financent la CPI, eux-mêmes ne sont pas membres de la CPI. Les États-Unis, par exemple, ne sont pas membres de la CPI, mais financent la CPI. Ou par eux-mêmes ou par leurs citoyens, c'est du pareil ou même c'est les États-Unis. Vous avez beaucoup de pays européens qui financent la CPI, ils ne sont pas membres de la CPI. Est-ce que le président Tshisekedi a déjà vu un pays européen qui a un problème avec un autre pays européen appeler la CPI? Est-ce qu'il a déjà vu ça? Ça ne se fait pas. Personne ne fait ça. Quand il y a eu les problèmes, quand on a des problèmes en Europe, en Asie, en Amérique, est-ce qu'ils voient les gens appeler la CPI? Personne n'appelle la CPI. Est-ce que vous avez déjà vu dans le cadre, par exemple, des différends qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, l'un des pays appeler la CPI? Pas du tout. Ils n'appellent pas la CPI. Oui. Parce qu'ils ne comprennent même pas ce que ce truc-là veut dire. Et vous êtes un pays sérieux et vous appelez quand même la CPI chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ces gens qui prennent l'habitude en Afrique d'appeler les forces extérieures en Afrique n'ont peut-être pas très bien compris ce qu'on appelle la colonisation. Dans le cas d'espèce, je pense que le président devrait revoir si rapidement sa copie et sa démarche, parce que ce qu'il fait là, ça s'appelle appeler à la recolonisation de l'Afrique. Mais si vous vous battez contre le Rwanda en disant que le Rwanda occupe une partie de votre territoire, pour quelle raison vous appelez d'autres personnes pour venir coloniser la totalité? Alors que vous demandez au Rwanda de ne même pas occuper une petite partie. Vaut mieux que le Rwanda occupe une petite partie et pas que la CPI, c'est-à-dire des pays européens et occidentaux, viennent occuper le Congo. Il y a quand même là une contradiction dans la démarche intellectuelle et dans la démarche géopolitique et politique qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous voulez votre souveraineté, mais vous mettez quand même, vous la mettez sous le contrôle de quelque chose qui n'est même pas un autre État. Quelque chose qui ne va pas. Mais bon, moi je l'invite à revoir sa copie. On peut l'aider à la revoir. Et je crois que les panafricanistes n'ont jamais hésité à contribuer à ce que ce genre de choses se fasse et qu'on les réorganise dans la bonne manière qui respecte les valeurs africaines.
On rappelle quand même que le président rwandais avait signifié que ce qui se passe aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est dû aux frontières coloniales qui ont été tracées. Dans ce cas, on ne fait pas la guerre. Dans ce cas, il n'aurait pas dû répondre par des armes. Mais il y a trop de contradictions parfois dans l'attitude de beaucoup de présidents africains. Oui. Si vous dites que les frontières coloniales créent des conflits entre nous, vous y mettez fin. Comment je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut identifier le problème et dès que vous l'identifiez, soyez prêts à accepter les mesures douloureuses pour régler le problème. En effet. Vous voyez qu'on y est. Et les frontières coloniales, vous les reconnaissez que c'est ça qui crée des problèmes. Alors on cesse d'avoir les problèmes et on crée les États-Unis d'Afrique. Ou les États-Unis d'Afrique centrale pour commencer. Oui. Dans ce cas, il n'y a plus de frontières coloniales. Il n'y a plus de frontières coloniales. Et vous envoyez donc un message important à l'OUA, à l'Union africaine. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Vous leur envoyez un message important sur l'un de leurs principes les plus importants, celui de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Voilà comment les Africains doivent être cohérents, rigoureux, logiques. Dans leur démarche. Vous ne pouvez pas. D'un côté, il y en a un qui dit « Ah non, il y a un pays qui occupe notre territoire. » Mais il dit au G7, venez occuper le reste. Contradiction incroyable. L'autre dit « Ah oui, mais ces problèmes sont dus aux frontières coloniales. C'est la colonisation qui a créé ça. » Mais il ne répond pas à la guerre à ses frères qui ont subi la même colonisation que lui. À partir du moment où mes frères, mes voisins ont subi cette colonisation comme moi, et que nous constatons que c'est ce que les étrangers ont fait qui crée les problèmes entre nous, quelle est la démarche logique? C'est de nous allier contre ces étrangers-là. C'est de nous allier pour que cesse ce qui a créé les problèmes entre nous. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi lui, il ne le fait pas? Alors qu'il a identifié le problème, au moins une partie importante. En tout cas, une situation en République démocratique du Congo qui n'a toujours pas trouvé de solution, et le président Félix-Antoine Tshisekedi, lui, est toujours en quête justement de solutions. Et cette fois-ci, après avoir appelé la force de l'Est de l'Afrique, c'est au tour de la CPI maintenant de venir trouver des solutions, ainsi que ses partenaires, les partenaires de la Cour pénale internationale. Qui ne lui veulent aucun bien. Et on part d'une cour pénale à l'autre. Cette fois-ci, c'est Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, qui déclare « L'Afrique doit se doter au plus vite de sa propre cour pénale et non suivre la CPI, la Cour pénale internationale. » Ce qui nous ramène à autre chose, docteur Yamtimba, c'est la Cour africaine de justice justement et des droits de l'homme qui avait été créée en 2008. Celle-ci continue d'avoir des activités pratiquement tout le temps, mais sur le plan juridique et judiciaire en Afrique, il n'y a aucune portée. Lorsqu'on écoute cette déclaration de Thabo Mbeki, qui encore en 2003 ou 2002 déclarait, après le remplacement de l'OUA par l'Union africaine, que l'Afrique devait occuper sa place, on a l'impression que c'est un rétropédalage. L'Afrique n'a pas à occuper sa place, l'Afrique a à être à sa place, c'est tout. Si vous êtes à votre place, vous l'occupez. Mais si vous n'êtes pas à votre place, on peut vous inviter à l'occuper. Oui. Il faut faire très... La logique est une chose extrêmement importante. Quand nous parlons, on doit faire attention à ça. Si je vous dis occupez votre place, ça veut dire que vous n'y êtes pas. C'est ça que ça veut dire. En effet. Donc, la chose qui est primordiale, ce n'est pas de l'occuper, c'est d'y être. Je suis à ma place. À partir du moment où vous êtes à votre place, on n'a plus besoin de vous dire de l'occuper puisque vous y êtes. Et les présidents comme Thabo Mbeki n'ont pas aidé l'Afrique à occuper sa place à cause de la bourde qu'il a commise en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant... c'est derrière nous, Laurent Gbagbo est revenu, mais il y a eu quand même des milliers de morts en Côte d'Ivoire à cause de ça. Oui. L'Afrique n'a pas à copier ce que fait l'Occident. La justice est rendue au nom de quoi? La justice est rendue au nom du peuple. Oui. La CPI rend la justice au nom de qui? Au nom de qui? Pour que la justice soit rendue au nom d'un peuple, il faut qu'il y ait un État. Ce peuple doit avoir créé un État. La CPI va rendre justice au nom de qui? Quel est l'État auquel la CPI est rattachée? Ce qu'on appelle le procureur. Le procureur, c'est celui qui parle au nom de l'État. Le procureur de la CPI parle au nom de qui? C'est une cour pénale complètement détachée du monde. Non, mais c'est une aberration historique. Nos descendants se demanderont dans 50, 100 ans
si nous étions tous fêlés. On va se demander si nous étions tous fêlés. D'où vient cette histoire? Cours de droit première année dans toutes les universités du monde. La justice est rendue au nom du peuple. La Cour pénale internationale rend la justice au nom de qui? Quel peuple? Pour que la justice soit rendue au nom d'un peuple, il faut que ce peuple ait créé un État. Parce que le procureur qui poursuit, qui mobilise la justice, rend les justices au nom de l'État. Le procureur parle au nom de l'État. Le procureur de la Cour pénale internationale parle au nom de qui? De quel État? Donc, il est tout à fait incohérent de dire qu'on va créer une Cour pénale africaine. C'est totalement incohérent. Ça va rendre la justice au nom de qui? Et quand on a déjà cette Cour africaine de justice et de La Cour africaine de justice, ça fait partie des incohérences de l'Afrique. Vous voulez avoir une Cour de justice, messieurs, vous créez un État africain. Parce que pour que la justice soit rendue, il faut qu'il y ait un État derrière. Il faut qu'il y ait un État derrière. Les gens vont vous dire, oui, mais l'Union africaine, c'est l'organisation des États, non? Et comme ça, s'ils ont une cour, ils peuvent mettre une cour ensemble. Ce sont des solutions. On ne fait ce genre de choses que de manière ponctuelle. C'est pour ça qu'à Nuremberg, il y avait une cour de justice qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, qui rassemblait les gens, qui jugeait les gens sur la base de gros crimes qui avaient été faits contre l'humanité. Mais la preuve, ça n'a pas survécu. Parce qu'il n'y avait pas un État derrière qui devait porter ça. Et que cette justice-là était la justice des vainqueurs. Ce n'était pas une justice qui était une justice, si vous voulez, liée à un État. Non, liée à un État. Je reste sur les procédures. Ce n'était pas une justice liée à un État, à un peuple. Il n'y a pas un peuple qui s'appelle le peuple des vainqueurs. Pas du tout. Il y a par contre des États qui ont vaincu les belligérants, qui ont été les États vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, ils ont pu rendre une justice pour, en fait, sanctionner ceux qui avaient provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Mais du point de vue de la philosophie du droit, du point de vue des techniques et des principes du droit, ça ne pouvait pas être quelque chose qui pouvait tenir dans la durée. Par conséquent, cette cour-là était ponctuelle et elle a disparu. Et cette disparition de cette cour-là nous interpelle aujourd'hui sur l'ineptie, enfin, c'est le terme l'inexactitude. L'inexactitude. Parce que ineptie veut dire inexactitude. Sur l'inexactitude dans laquelle nous sommes lorsque nous disons que nous voulons faire une cour pénale internationale, pire, une cour pénale africaine. Il nous faut aujourd'hui la cour africaine de justice devait être quelque chose de ponctuel, un peu comme on a organisé la cour qui a jugé Hissène Habré au Sénégal. C'est tout. On fait une cour ponctuelle pour juger une situation précise, mais qui horrifie, qui est un crime, qui horrifie. Sauf que c'est mauvais en soi, parce qu'au fond, la justice a été rendue au nom de qui? La justice doit toujours être rendue au nom d'un peuple. Parce qu'une justice qui n'est pas rendue au nom d'un peuple, ça s'appelle un massacre. Ça, il faut que les gens le sachent. Donc, lorsque le président Thabo Mbeki dit que l'Afrique doit organiser sa propre cour pénale, c'est une courte vue. Non, c'est une courte vue. Et ça montre qu'il est le bon descendant de ce qu'on appelle le groupe de Monrovia contre le groupe de Casablanca. Ce sont des gens qui ne se projettent pas pour constituer l'Afrique en tant qu'une puissance mondiale. Or, pour que l'Afrique devienne une puissance mondiale, il va falloir que cette Afrique-là soit s'organise à travers des États sous-régionaux, ce qu'on appelle les sous-régions aujourd'hui, deviennent des États. Ils appelleront ça les États-Unis, les États fédérés, qu'importe, mais que ça devienne des États. Et ou alors mieux, qu'on ait les États-Unis d'Afrique, ou encore, ce que Cheikh Anta Diop appelait l'État confédéral d'Afrique noire. Si vous avez un État, vous n'avez plus besoin des histoires de cour pénale africaine. Vous avez simplement un système judiciaire. C'est tout. Vous avez un simple système judiciaire. Vous n'avez plus besoin d'une monnaie unique africaine. Vous avez une monnaie nationale. C'est tout. Vous n'avez plus besoin d'un marché intérieur africain. Vous avez un marché national. C'est tout. Vous voyez que on peut faire les choses de façon courageuse. Ou on peut rester là à répéter le discours européen en donnant l'impression qu'on dit quelque chose de sensé, alors qu'on dit une chose qui n'a aucun sens du tout. On dit quelque chose qui méprise même l'Afrique. Donc, il faut toujours tenir compte du fait que l'Afrique d'aujourd'hui, elle est l'héritière de
divergence entre le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Le groupe de Casablanca aurait dit créer les États-Unis d'Afrique et nous aurons un système judiciaire qui va donc pouvoir intervenir pour juger les citoyens comme cela se doit dans un État. Mais le groupe de Monrovia va dire oui, mais les États exigent l'intangibilité des frontières, créons une cour pénale africaine. Oui. Ce sont des gens qui sont, même s'ils n'en sont pas conscients, ils sont pour la recolonisation de l'Afrique. Vous avez créé une cour pénale internationale sur la base de quoi? L'Union africaine, qui est même la seule organisation que vous n'arrivez même pas à la financer. Même pas la moitié du budget de l'Union africaine. Vous allez multiplier les organisations, vous allez les financer avec quoi? Vous allez finir par tendre la main à vos anciens colons, colonisateurs, comme l'Union africaine le fait. Donc, ce que dit le président Thabo Mbeki est tellement incohérent, tellement illogique, et montre clairement qu'il n'est pas prêt à se hisser au discours de quelqu'un comme Julius Malema. Et c'est toute la différence aujourd'hui et tout le problème que nous avons avec l'ANC d'hier et l'ANC qui est arrivé à partir après la libération de Mandela. C'est une ANC qui a beaucoup de mal à se hisser à un haut niveau du discours qui a été celui de l'ANC dans les années 50-60. Or, c'était un discours qui était un discours panafricain, qui était un discours de souverainiste, un discours de personnes éprises de liberté, de personnes totalement consumées par le désir d'indépendance de l'Afrique et de l'Afrique de l'Afrique du Sud. Oui. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce discours s'est dilué et a intégré beaucoup de condiments européens qui finalement font qu'il a perdu de sa superbe, il a perdu de sa pertinence, et ce sont des choses qui dérangent l'Afrique d'aujourd'hui. Vous voyez très bien que l'histoire de la Cour pénale africaine, ça va être qu'il faut qu'on ait un procureur. Je vous ai demandé tout à l'heure, il sera un procureur qui parle au nom de qui? Et on va commencer à dire à RDC, au Rwanda, il y a la Cour pénale africaine. Non. Si nous avons les États-Unis d'Afrique ou l'État confédéral d'Afrique noire ou les États sous-régionaux, nous aurons des procureurs qui parleront au nom d'un État qui, lui, représente un peuple précis. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la même chose. Nous devons avoir cette rigueur-là dans l'analyse de la situation de l'Afrique. Et nous devons avoir à la fois la fermeté de dire à nos aînés, comme le président Thabo Mbeki, que là, vous avez malheureusement... vous êtes allé dans un sens qui n'honore pas l'Afrique, mais tout en restant dans la courtoisie comme nous le faisons là, pour lui dire c'est des arguments que nous mettons sur la table et nous vous disons ce n'est pas la bonne façon de penser l'Afrique d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que Julius Malema, à chaque fois qu'il parle, malheureusement, on a l'impression que l'ANC tremble. Oh, l'ANC n'a pas à trembler, l'ANC doit comprendre qu'il y a une vision de l'Afrique, une lame de fond révolutionnaire qui renaît en Afrique. Et cette lame de fond révolutionnaire, soit vous êtes avec, soit vous êtes à côté. Et tous ceux qui seront à côté en nous faisant des propositions du genre Cour pénale africaine, qui sont quand même totalement incompréhensibles et totalement illogiques et incohérentes, eh bien ces gens-là, malheureusement, ne nous aident pas. Et ces gens-là risquent d'être de plus en plus poussés à la marge par les Africains. Et on fait une petite parenthèse, Dr Yam Timba, en parlant du Conseil de sécurité de l'Union africaine. À quoi est-ce qu'il sert? À rien du tout. Parce qu'il ne couvre à rien du tout, parce qu'il est lui-même au cœur de quelque chose qui n'apporte rien à l'Afrique. L'Union africaine apporte quoi à l'Afrique, au fait? Vous avez à l'Union africaine des milliers de fonctionnaires qui ne s'habillent même pas avec le coton africain, avec les vêtements africains. C'est-à-dire que laissons même une grosse stratégie économique. Mais des types qui savent qu'ils sont là au service de l'Afrique ne sont même pas capables de porter des vêtements africains. C'est-à-dire que les salaires qu'ils reçoivent, ils ne peuvent même pas les redonner aux Africains. Ils ne peuvent même pas créer du pouvoir d'achat en Afrique. Ils servent à quoi? Ça peut paraître étrange, mais Thomas Sankara en 1987, un an avant sa mort, disait « Je suis venu avec du coton burkinabé. Si nous tous, on s'habillait de cette façon-là, certainement nos paysans, nos artisans qui fabriquent les vêtements africains pourraient gagner un peu mieux leur vie. » Les gens se sont mis à rire. Dans la salle, à l'époque c'était l'OUA. Mais il leur a dit, je ne suis pas venu faire un défilé de mode, j'attire votre attention sur quelque chose. Aujourd'hui, vous avez des milliers de fonctionnaires de l'Union africaine
sont tous en veste et cravate, qui viennent tous d'Europe, de Turquie, de Chine. Très peu sont cousins en Afrique. La plupart s'habillent comme ça et ils sont contents. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont exactement la même démarche mentale des colonisateurs de l'Afrique. Parce que si vous n'êtes même pas capable, d'ailleurs, si vous observez, la plupart demandez-leur s'ils mangent même africain. Si ils ne sont pas capables d'imaginer des projets qui vont même donner quelque chose à l'Afrique, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et tout cela, malheureusement, ils vont créer des institutions comme le Conseil de sécurité de l'Afrique. Conseil de sécurité de quoi? De quoi? Créez les États-Unis d'Afrique, créez une armée africaine et vous mettez la paix en Afrique, créez un Conseil de sécurité. Incapacité totale à concevoir l'Afrique de demain. Il dit, ah oui, il y a un Conseil de sécurité à l'ONU. Bon, nous aussi, on va faire un Conseil de sécurité en Afrique. Incapacité totale de se projeter, de concevoir quoi que ce soit. Malheureusement, je suis obligé de le dire à mes frères africains. Oui. C'est une incapacité totale à concevoir quoi que ce soit. C'est une incapacité totale à projeter l'Afrique dans les sphères de la puissance, dans les sphères de la richesse, dans les sphères de la prospérité, dans les sphères de l'innovation, organisationnelle, qui va permettre donc à l'Afrique. Tout à l'heure, ce président Thabo Mbeki, cet ancien président parlait de prendre sa place. Non, qui vont permettre à l'Afrique de s'asseoir à sa place, d'être à sa place. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas à sa place parce que c'est un continent dominé. Il faut d'abord être à sa place pour la prendre. Et on termine en rappelant que ces paroles de Thabo Mbeki dataient de 2002-2003, lorsqu'il disait « Il est temps que l'Afrique occupe sur la scène internationale la place qui lui revient ». Et aujourd'hui, en 2023, celui-ci déclare qu'il faut se doter sa propre cour pénale et non suivre la cour pénale internationale. Il est constant, je vous l'ai dit, c'est le conflit entre le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Il est constant dans la démarche du groupe de Monrovia. Il n'en est peut-être pas conscient lui-même, mais il est constant dans cette démarche-là. Et c'est ça qui fait peur. 20 ans après, il est toujours dans la même démarche. 20 ans après. Ça veut dire que c'est ça. Son point de vue, c'est ça, sa vision de l'Afrique. Et on ne peut pas changer ça. Et on peut y rester des années encore durant. Docteur Yam Timba, merci infiniment pour votre expertise apportée à cette émission. Je rappelle que nous parlions dans le cadre de la rubrique carte géopolitique de la base militaire russe prochaine du côté de la République centrafricaine. Nous avons pris la peine également de revenir sur quelques paroles, notamment celle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la RDC, qui déclarait avoir besoin de la Cour pénale internationale et de ses partenaires sur son territoire en ce qui concerne la guerre dans l'est du pays. Et on terminait avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui, lui, déclarait qu'il faut que l'Afrique se dote de sa propre Cour pénale et non qu'elle suive la Cour pénale internationale. L'hebdo de ce soir est terminé. Merci à vous de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes For You Media Africa, de nous avoir écoutés sur la 96.3 FM. Ce fut un plaisir. Merci à la partie technico-artistique. À très prochainement.